Nous avons aussi fait une enquête qui nous a montré que les avortements clandestins constituaient la 5e cause de décès maternel et 50% des motifs d'admission en urgence dans les hôpitaux. Donc, ça montre que c'est une question de santé publique. Il fallait prendre des décisions, il fallait porter ce plaidoyer pour l'autorisation de l'avortement en cas de viol et en cas d'inceste, conformément à la ratification, aux engagements du Sénégal par rapport à l'article 14 du COUCE, entre autres, a engagé ce plaidoyer-là pour l'autorisation de l'avortement. Ok, merci Amy Sako. Nous savons tous que le Bénin a légalisé l'avortement il y a quelque temps. Alors, Chanceline, en tant que militante féministe du Bénin, pourquoi défendre le droit à l'avortement a été important pour toi? Alors, défendre ce droit était important pour moi. Je remontais à mon enfance. J'ai grandi dans un village où j'ai vu beaucoup de filles renvoyées de la maison à cause de grossesses précoces. Beaucoup de filles ont été données en mariage forcé à cause des cas de grossesse précoce. Beaucoup de filles se sont retrouvées à la rue, là où on n'avait pas la possibilité d'être éduquées sur la sexualité. Donc j'ai grandi en me disant que si ces filles avaient accès au service d'avortement, peut-être que les parents qui avaient les petits moyens ne se verraient pas dans l'obligation de les renvoyer. Dans le même temps, les parents qui avaient les moyens amenaient leurs filles à l'hôpital pour avoir recours à ce service dans des conditions humaines et dignes. Et celles qui n'avaient pas les moyens, qui se retrouvaient au bord du désespoir, vont trouver des solutions qui ne sont pas des solutions dignes et qui vont même trouver la mort. Également, quand j'ai grandi, j'ai réalisé que défendre ce droit était pour moi une façon de défendre le droit des femmes de s'appartenir à elles-mêmes en tant que personnes humaines, d'avoir accès au bien-être physique et mental, social, et aussi de revendiquer des ressources pour vivre dans des conditions dignes. Et prendre la parole pour ce droit est encore très important parce qu'on est dans une société où beaucoup d'oppressions partent du corps de la femme, et si on n'a pas le contrôle sur notre sexualité, au-delà de la reproduction, si on n'a pas le contrôle sur le plaisir, sans que la société ne nous inflige la punition de garder de grossesse qu'on n'a pas envie de garder, ça remet même en cause notre dignité en tant que personne humaine. Et moi j'ai trouvé indéniable de prendre la parole à haute voix, à visage découvert pour ce droit, sans si ni mais, et on en est là aujourd'hui au Bénin. Merci. Ok. Merci Chanceline. L'avortement est autorisé uniquement si la vie de la mère est en danger dans d'autres pays ou en cas d'inceste ou de viol, encore en cas de malformation du fœtus. Et dans d'autres pays comme le Sénégal, le Congo, l'Égypte, l'avortement est interdit, quel que soit le motif. Alors, Bénédicte, en tant que militante féministe, pourquoi défendre le droit de l'avortement a été important pour toi? Alors, le droit à l'avortement ou à l'interruption sécurisée de grossesse est un combat féministe pour moi, parce que ça vient remettre sur la place du débat, sur la place publique, la question de l'autonomie corporelle de la femme, et ça permet de démanteler les normes et préjugés qu'il y a autour du corps de la femme. Donc, en plus d'être une question de droits humains, c'est une question, enfin, c'est une question féministe. Et également, c'est une question de santé publique, comme le disait ma consoeur Amy, parce que accorder ou reconnaître ce droit-là aux femmes permet à nos États de disposer de plateaux techniques performants pour que les femmes qui ont besoin de soins abortifs puissent l'obtenir sans s'exposer à des séquelles irrémédiables, et également sans, le faire sans exposer leur vie. Donc c'était important pour toutes ces raisons que les unes et les autres ont exposé tantôt. Merci. Merci. Nous savons toutes que selon l'OMS, en Afrique, le risque d'infection et de mortalité à la suite d'un avortement clandestin reste de plus en plus élevé. Alors, Madame Amy,
Quelles sont les principales revendications du mouvement féministe en faveur de l'avortement médicalisé en cas d'inceste et du viol au Sénégal? Et en même temps, quels sont les défis et les obstacles rencontrés par les militants féministes lorsqu'elles soutiennent cette cause spécifiquement dans la région? Les principales revendications des mouvements féministes, en premier lieu, je peux dire le respect de l'état de droit. Un État qui prend des engagements, il est dans l'obligation de les respecter. Et au Sénégal, c'est dit explicitement dans notre Constitution, avec l'article 98 qui nous dit que toutes les conventions, tous les protocoles dûment ratifiés ont une valeur supérieure sur les lois nationales. Ce qui veut dire que quand le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo en 2005, il doit appliquer les dispositions de l'article 14. Mais malheureusement, on a une législation qui est en déphasage avec ce protocole. Parce que dans notre disposition nationale, on a le code pénal qui consacre le principe de l'interdiction de l'avortement avec l'article 305 qui pose des sanctions, avec une autre disposition, l'article 305 bis qui interdit même d'en parler. Et plus loin, on a une autre disposition sur la loi sur la santé de la reproduction qui nous dit que l'avortement est interdit sauf s'il est autorisé par la loi. La loi, c'est le code pénal. Et une autre disposition du code de déontologie médicale, le code qui régit les médecins, c'est l'article 35, qui nous dit que l'avortement est autorisé dans une seule condition, c'est quand la vie de la femme est menacée. Et là, il faut 3 médecins. Il faut le médecin traitant qui dit que si on ne fait pas cette intervention, la femme risque de perdre sa vie. Il faut l'avis de 2 autres médecins conformes à l'avis du médecin traitant et l'un des médecins parmi les 2 doit être agréé par le tribunal. Donc c'est toute une procédure dans l'avortement thérapeutique parce que c'est la seule condition où l'avortement est autorisé, c'est l'avortement thérapeutique. Donc c'est pour appeler l'État sénégalais à respecter ses engagements. Parce qu'un État ne peut pas violer ses engagements, ne peut pas violer sa constitution. Pourquoi un État ne doit pas violer ses engagements? Parce qu'il y a le principe de la souveraineté des États. Les États sont souverains, ne sont pas obligés de prendre partie à une convention ou bien à un protocole. Ils le font, en tout cas de manière volontaire. Maintenant, s'ils s'engagent sur le plan international, ils doivent respecter ses engagements. Si leurs dispositions internes ne sont pas conformes avec les engagements, ils sont dans l'obligation de changer la disposition nationale pour la mettre en conformité avec les engagements internationaux. L'autre revendication, à mon avis, c'est le droit qu'on doit donner à la femme de pouvoir décider, en tout cas, en tout ce qui concerne son corps, si elle doit garder cette grossesse. Parce que ça, à mon avis, c'est une violence qu'on est en train de subir à la femme. Imaginons les victimes de viol, inceste, qui, dans un premier temps, ont subi une violence parce que leur grossesse issue de viol, d'inceste, leur a été imposée. Et l'État leur dit: vous voulez garder cette grossesse, vous la gardez. Vous ne voulez pas garder cette grossesse, vous êtes obligés de la garder. Et sont en train de subir une autre violence de la part de l'État qui était censé les protéger pour qu'elles ne subissent pas de viol ni d'inceste. Mais malheureusement, cet État qui a laissé faire, cet État qui n'a pas mis en place peut-être des dispositions qui ont permis à cette femme, à cette fille de ne pas subir ce viol ou bien cet inceste, est en train de dire à cette femme-là que tu le veuilles ou non, tu es obligé de garder cette grossesse et de la mettre à terme. Donc là, à mon avis, on ne donne pas à la femme le droit de disposer en ce qui concerne son corps. Et l'autre élément, à mon avis, c'est pour une société égalitaire. Une société où les droits de chacun sont respectés, les droits des femmes et les droits des hommes. Par exemple, au Sénégal, il y a un principe qui est consacré par le Code de la famille. C'est l'article 196 qui nous dit que le principe d'interdiction de recherche de paternité. Un homme peut enceinter une femme, mais
on ne peut pas obliger cet homme à reconnaître la paternité de cet enfant, même si un test ADN a été fait et que biologiquement, on arrive à prouver que c'est lui le père biologique de l'enfant. La disposition dans le code de la famille nous dit que la déclaration, la reconnaissance juridique, c'est volontaire, c'est lui qui le fait, mais on ne peut pas le contraindre à reconnaître cette grossesse-là, à reconnaître cette paternité-là. Donc avec cette disposition du code de la famille, l'article 196, on permet à l'homme de faire un infanticide. L'infanticide, c'est quoi? C'est tuer un nouveau-né. Même si physiquement, il ne tue pas le nouveau-né, mais le nouveau-né n'entre pas dans son patrimoine. C'est-à-dire c'est pas un enfant qu'il a reconnu, c'est pas un enfant qu'il considère légitime. Donc dans son patrimoine, l'enfant n'y figure pas. Ça veut dire que biologiquement, il est le père, mais il a tué l'enfant parce qu'il ne reconnaît pas la paternité de cet enfant. Et parallèlement, on demande à la fille, à la femme, d'être obligée de garder une grossesse qui lui a été imposée par quelqu'un qui a entretenu des rapports de manière, en tout cas, violente, selon la qualification, mais c'est un viol, c'est un inceste. Donc là, c'est une discrimination, c'est une discrimination envers la femme, c'est une discrimination envers l'enfant. Parce que tous les protocoles, toutes les conventions que le Sénégal a engagées, on dit que l'enfant a le droit d'avoir une famille. Mais si cet enfant n'est pas reconnu et qu'on appelle l'enfant naturel, cet enfant-là ne pourra pas avoir un père parce que le père ne l'a pas déclaré. Alors que cette déclaration, à mon avis là, devait être une obligation pour le père qui, biologiquement, en tout cas, a été désigné comme le père de cet enfant. Mais malheureusement, on accorde ce droit aux hommes et à la femme, et aux femmes, on refuse le droit d'avorter. Donc ça, ce sont, à mon avis, les éléments les plus importants par rapport aux revendications des mouvements féministes. Maintenant, pour les obstacles, on en a tellement que je vais citer deux seulement. Le premier, c'est l'environnement socio-culturel religieux. Quand on a engagé ce plaidoyer pour l'avortement en 2013, parce que le comité qu'on a mis en place, c'est depuis 2013. Avant 2013, le plaidoyer a été porté ouvertement, à mon avis, pour la première fois en 1999, avec l'Association des femmes juristes sénégalaises. C'est en 2013 qu'on a mis en place de manière formelle ce comité-là, qui est actuellement composé de 22 organisations de la société civile. Et dans ce comité, on a eu à faire pas mal de choses, mais on est toujours confronté à cet environnement socio-culturel religieux qui n'est pas favorable. Combien d'attaques on n'a pas subi? Combien de déformations de notre message, les religieux, surtout les religieux. Parce que pour moi, le principal obstacle, c'est le discours religieux qu'on a dénaturé. Parce qu'on nous fait croire que l'islam est contre l'avortement, est catégoriquement contre l'avortement, alors que l'islam accepte l'avortement dans des conditions, dans les conditions de Maputo, en cas de viol, en cas d'inceste. Parce que beaucoup d'écoles coraniques, beaucoup d'écoles doctrinales se sont prononcées sur la question. C'est possible avant le délai de 120 jours, parce que la question majeure dans cette acceptation-là de l'islam de l'avortement, c'est quand est-ce qu'on peut parler d'insufflation de la vie. Mais malheureusement, on nous a fait croire que l'islam est contre l'avortement, alors que tel n'est pas le cas. L'islam autorise l'avortement en cas de viol inceste avec des conditions que nous-mêmes on est arrivé à démontrer dans un argumentaire religieux porté par un groupe de religieux qui est favorable à l'avortement médicalisé. Et l'autre aspect, pour moi, c'est par rapport à une certaine presse. Je dis à une certaine presse, parce qu'au niveau du comité, on a réussi à avoir un réseau de journalistes champions, mais on est toujours confronté à cette déformation de notre message. On parle d'avortement en cas de viol inceste, mais la presse nous attribue les propos
consistant à dire que nous voulons un avortement à la demande. Parce que nous, en tant qu'organisation qui porte ce plaidoyer, on se conforme aux engagements internationaux du Sénégal, mais aussi à la Constitution sénégalaise. Donc, ce sont les principaux obstacles, à mon avis, mais il y a un obstacle que nous avons remarqué durant nos campagnes de plaidoyer. On s'est rendu compte que la société civile ne s'engage pas comme elle s'engage dans les autres plaidoyers. On est arrivé à avoir la loi criminalisant le viol parce que toute la société civile s'est constituée dans un mouvement pour demander la criminalisation du viol. On se réclame féministe, on se réclame militante des droits des femmes, mais quand il s'agit de porter l'engagement sur l'avortement médicalisé, on a des griefs. On a des griefs, on a des réticences. Et à mon avis, on gagnerait mieux à aller dans le sens d'avoir un mouvement fort de pression pour exiger à l'État sénégalais de respecter ses engagements parce qu'on n'a rien inventé. C'est l'État qui a pris l'engagement d'autoriser l'avortement en cas de viol incestueux. Mais vous savez que nos États sont politiques. Souvent, c'est parce que, voilà, on est en train de faire des calculs. Est-ce que si on autorise, est-ce que si on n'autorise pas? Donc, à mon avis, il faudrait que la société civile, que le mouvement féministe, ce qui est en train d'être fait, on est en train d'engager de nouvelles voix féministes avec le collectif des féministes, avec le réseau féministe, avec l'organisation Jigéen, qui commence à s'impliquer de manière formelle, parce que leur implication, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais de manière formelle, à soutenir ce plaidoyer-là et de faire pression sur l'État sénégalais pour qu'il respecte ses engagements. Du Sénégal. Et comme obstacle, c'est les mêmes obstacles un peu partout dans d'autres pays. Mais on espère qu'avec les voix qu'on a, on peut amener à ce que nos plaidoyers puissent être soutenus et qu'on puisse trouver des solutions. Alors, Chanceline, le Bénin a récemment légalisé l'avortement. Comment les nouvelles voix féministes militantes contribuent-elles à renforcer le plaidoyer pour l'avortement accessible à toutes financièrement et changer les mentalités et surtout surmonter les tabous entourant l'avortement? Merci beaucoup. On nous demande souvent aux féministes au Bénin comment on a fait, mais malheureusement nous-mêmes on n'a pas de réponse à la question parce qu'on ne peut pas dire à ce jour c'est le plaidoyer que les organisations féministes ont mené qui a radicalement poussé le gouvernement à agir. Et si vous voyez un peu dans la période où la loi est arrivée, on a eu tout un lot. On a eu aussi la loi pour permettre aux femmes de donner leur nom aux enfants. On a eu la loi sur les infractions commises à raison de genre, mais aujourd'hui à raison de sexe. On a eu toute une batterie de lois. Et seul le gouvernement peut nous dire concrètement quels sont les contextes dans lesquels ces lois ont été votées. Mais toujours est-il qu'on est dans une société capitaliste et parfois nos gouvernements sont obligés de voter des lois parce qu'il y a des intérêts financiers d'un côté. Malheureusement, c'est le cas. Alors, pour parler du contexte du Bénin, quelque chose qui s'est passé, qui a quand même été très intéressant, c'est de voir nos ministres, nos gouvernements porter eux-mêmes le plaidoyer à l'Assemblée nationale avec des arguments et des discours. Et quand ils ont ressenti le besoin de voter la loi, ils ont fait des recherches et on a su que 200 femmes béninoises meurent chaque année à cause des avortements clandestins. Et quand ces chiffres sont sortis, quelque part, ça a alarmé la population. Les gens ont commencé à dire, ce n'est pas juste, il faut que ça change. Et de l'autre côté, on a eu aussi la riposte de la religion où on a vu des images atroces pour dire que ce que la société est en train de faire, ce que le gouvernement fait, ce n'est pas bien, il faut stopper ça, c'est une abomination. Le contexte est là aujourd'hui et ce pourquoi on se bat. Parce qu'une chose est d'avoir la loi, une chose est que cette loi soit réellement respectée et qu'on arrive dans une société où les femmes ont réellement accès à ce service. Notez que quand on était en train de faire le débat sur la loi, les députés à l'Assemblée ont demandé au gouvernement de retirer la phrase « à la demande de la femme enceinte ». Ils étaient pour
pour la loi, mais il fallait retirer la phrase. Et si on retire la phrase, il n'y a plus de loi en fait. Autant juste mettre ça de côté, puisqu'on était en train de vider la loi de sa substance. Et il y a eu tout un débat aujourd'hui à la demande de la femme enceinte quand elle juge que la grossesse peut occasionner sur elle une situation de détresse émotionnelle, professionnelle, morale, éducationnelle. Elle peut demander l'avortement, et même sans l'avis du père. Donc on a eu ça. Et on peut aussi voir, quand le ministre était en train de porter le plaidoyer, il a dit, quand c'est l'homme qui décide qu'il y aura avortement, il n'y a pas d'obstacle. Et vous amenez ces personnes dans les hôpitaux, il n'y a pas de barrière. Mais quand c'est la femme elle-même qui prend la décision, toute la société se lève. Et c'est là qu'on voit, là où la question de l'accès à l'avortement, en tout cas au Bénin, c'est forcément une question de pouvoir, de contrôle sur sa propre vie. Parce que quand on inhibe la volonté même que vous avez en tant que personne humaine, on vous déshumanise, on peut vous exploiter sur tous les plans, puisque vous êtes en train de vous battre pour reconquérir le sentiment d'humanité qu'on vous a retiré de plusieurs façons. Et le travail qu'on fait, c'est de rendre la société favorable à ça. Parce qu'on a eu la loi, beaucoup de personnes nous disent que c'était une violence, un attentat. Le gouvernement a imposé la loi. Il n'y a pas eu de débat social pour que tout le monde accepte. Et on sait que les gens n'accepteront jamais quand on va faire ce débat social-là. Donc on est arrivé à une étape de cristallisation. Ok, la loi est là, on vous regarde, parlez-en, on va voir. Il y a des menaces sur nos vies. Et le défi, c'est de créer des espaces où on peut en parler. Puisque la stigmatisation a continué. L'Église catholique, tous les jours, produit du contenu, fait des évangiles pour dire que vous irez en enfer, c'est une abomination. Et ces images sont atroces. Donc quand les femmes sont confrontées à ça dans les églises, dans les familles, elles se disent, même si la loi est là, il ne faut pas oser prendre le pas. Donc le défi qu'on a aujourd'hui, c'est de réellement déstigmatiser et amener les femmes à aller dans les hôpitaux. Parce que même le service est là à l'hôpital et les prestataires de santé représentent aussi une autre barrière. C'est quand même quelque chose qui est lié à mon intimité et je dois affronter une série de personnes. On a déjà été dans des ateliers avec des médecins qui disent, on essaie de demander si elle a réfléchi d'abord, si c'est vraiment sa décision, si elle ne veut pas retourner à la maison, y repenser. Et ça peut être violent d'avoir pris sur soi la volonté de venir. Je suis convaincue que c'est ce que je veux, mais on me fait des examens pour savoir est-ce que je ne veux pas aller dormir par hasard. Donc, on est vraiment en train de faire le travail pour former les prestataires de santé. Ce qui est intéressant, c'est que le décret que le gouvernement a publié demande aux prestataires de santé propose de dire leur objection de conscience avant même. On n'impose à personne de donner ce service. Quand vous sentez que c'est contraire à vos valeurs et tout, vous avez la possibilité de remplir un formulaire et on sait que on ne va pas vous dire contre votre volonté de donner ce service. Mais là aussi, il y a des personnes qui sont malhonnêtes, qui ne vont pas déclarer et qui vont se dire justiciers ou justicières de la société pour essayer de convaincre ces femmes. Donc, on a beaucoup d'ateliers de clarification de valeurs. Ce qui est intéressant également, c'est que les sages-femmes se sont battues et c'est aussi le moment pour reconnaître le travail que les sages-femmes font au Bénin. La loi avait uniquement au départ parlé des médecins. Et les sages-femmes ont dit, on a des hôpitaux qui n'ont pas, les médecins viennent vraiment une fois par semaine, 2 fois par semaine, les infirmiers et les sages-femmes sont les personnes qui sont là tout le temps. Et on sait que même si c'est stéréotypé, c'est un métier où on a beaucoup plus de femmes susceptibles de comprendre et de ne pas forcément représenter une barrière. Le décret aujourd'hui dit que les sages-femmes et les infirmiers qui sont formés peuvent également donner le service. Donc il y a la formation autour. Et pour les militantes féministes, le défi, la loi nous interdit la publicité autour du service. Donc on se demande aujourd'hui qu'est-ce que la loi met dans publicité. Les personnes qu'on devrait enfermer, ce sont les personnes qui proposent le service avec des méthodes non médicales, des méthodes non sécurisées. Mais on dit que toute personne qui va avoir des discours publics qui tendancieuses, proposant le service alors qu'on n'a jamais fait ça. Et je sais que ça a été mis quelque part pour contrôler l'expression de la parole. Donc on se bat encore pour reconquérir le fait de libérer la parole autour et d'en parler. Mais le mouvement qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de jeunes activistes féministes et de jeunes tout court prennent les réseaux sociaux, prennent des espaces pour dire que
on ne peut pas arrêter les avortements. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est proposer des conditions humaines pour que ça se passe, puisque ça se passe tous les jours et vous ne pouvez pas arrêter ça. Donc, est-ce que vous êtes pour la vie des femmes ou vous êtes pour autre chose? Et ça amène à une expression qui se libère de plus en plus, mais toujours est-il qu'on fait attention à ne pas se retrouver devant la loi, puisqu'on sera seul. Malheureusement, des personnes qui prennent la parole pour ça, publiquement, avec des mots très clairs, on en compte au bout des doigts, même pour trouver des féministes pour parler sur des plateaux de télé. Moi, on m'a cherché comme une aiguille dans ce Bénin. On cherche une féministe pour en parler à la télé, on n'en trouve pas, on n'en trouve pas. Donc, c'est toujours un défi. Je comprends que le poids, la violence qu'on se prend quand on prend la parole sur ces questions, on ne peut pas forcer quelqu'un à le faire. Donc, je comprends également la pensée des gens. Donc, il y a un travail aussi à faire entre nous, militantes, sur les traumas qu'on a eu en prenant la parole sur ces questions et comment est-ce qu'on peut se soutenir et représenter une communauté forte. Merci. Yep. Bravo Chanceline. Merci. Et comme elle l'a dit, même si l'avortement a été légalisé au Bénin, il reste encore des choses à faire, il reste encore des défis à relever pour qu'on puisse être libre d'en parler où nous sommes. Alors, comment la solidarité entre les différents acteurs du mouvement féministe et des droits de la personne peut contribuer à renforcer le plaidoyer pour l'avortement? Ogri, s'il te plaît. Je vais parler en dernière position. Cette question, elle me plaît en fait, parce que la solidarité est une chose qu'on prône dans le milieu féministe. Voilà. En Côte d'Ivoire, il faut dire que l'avortement a été dépénalisé en 2019, mais il y a une restriction. Il y a une restriction. L'avortement est possible en cas de viol et d'inceste. Donc, avec la restriction qu'il y a, en cas de viol et d'inceste, il faut prouver qu'il y a eu viol. Et c'est là la difficulté. Vous savez la difficulté qu'il y a à prouver qu'il y a viol. Le certificat médical en cas de viol, il coûte 50 000 francs chez nous. Donc, il y a quand même des obstacles à cette histoire-là. Donc, on a la dépénalisation, mais on a tout ce qu'il y a comme obstacle qui, en fait, présente cette loi-là, cette dépénalisation, en fait, comme une histoire, comme le fait qu'on voulait se débarrasser, en fait, de nous, pour dire que vous parlez trop, vous réclamez beaucoup de choses, voilà, on vous donne votre loi, et vous ne pouvez pas, malgré cette loi-là, arriver à vos fins. Malheureusement, c'est comme ça chez nous. Donc, comment la solidarité a permis quand même d'avoir cette loi? Il faut dire que la société civile a milité, a fait des plaidoyers, on a profité en fait du climat politique, parce que c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut profiter du climat politique. Est-ce qu'il y a des rencontres internationales dans le pays, ou est-ce que le pays vise quelque chose à l'international et tout? Et il faut passer par cette brèche-là en fait pour poser ces conditions, pour poser en fait ce qu'on veut. Par exemple, en Côte d'Ivoire, on n'a pas de loi SR. En décembre, on accueille la RAPO. Et donc là, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de faire un plaidoyer pour pouvoir avoir notre loi SR. Et comme cette rencontre est internationale et que tous les viseurs en fait sont sur le pays, on a notre président qui aime bien aussi, les caméras en fait. Donc là, on profite de la situation. C'est pourquoi je dis que nous devons profiter en fait du climat politique, de ce qui se fera à l'international et de ce qui en fait concerne notre pays, pour pouvoir introduire les sujets qui nous concernent et qui nous intéressent. Donc, on a pu avoir notre loi comme ça, la dépénalisation et tout, même si c'est avec une restriction. Donc là, nous sommes en train de travailler pour avoir une loi sans restriction. Il faut aller au-delà de dépénalisation de l'avortement en cas de viol ou d'inceste ou autre chose. On veut pouvoir avorter.
Comme j'ai dit, le corps de la femme est considéré comme un objet politique. Notre corps est politique. Nous sommes considérés comme des biens économiques. Mais là, quand nous-mêmes, on veut utiliser notre corps comme des biens économiques pour pouvoir décider de notre vie, on nous impose des restrictions. Moi, je veux pouvoir avorter parce que j'ai peut-être mon mémoire à faire et une grossesse ne me permettra pas de travailler longtemps. Je veux pouvoir avorter parce que, et ce sont mes raisons. Personne n'a à m'imposer quelque chose. On a aussi, malgré la dépénalisation de l'avortement, on a les femmes qui sortent en fait au poids des traditions et aussi des religieux lorsqu'elles veulent aller avorter et tout. Il y a des gens qui se disent pro-vie. Malheureusement, ce qui est hypocrite en fait, parce que la mort n'est pas que physique, la mort est aussi psychologique. Parce que lorsqu'on est victime de viol, lorsqu'on est survivante de viol, c'est notre humanité en fait qui a été tuée. C'est notre humanité qui a été tuée. On ne vit plus de la même façon. Et quand on me dit par exemple de porter le poids de ce viol-là, le viol même qui n'a pas été traité de la bonne façon à la justice, on me demande de porter le poids de ce viol-là toute ma vie. Moi je dis non. Parce que là, quand vous allez à l'hôpital, vous allez devoir prouver que vous avez été violé, chose qui n'est pas facile. Vous allez aussi sortir de l'argent pour payer un certificat médical, chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce que chez moi, les femmes vivent sous le poids de la pauvreté. 15% de femmes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Combien sont celles qui sont disposées ou qui ont de l'argent sur place pour sortir 50 000 francs pour pouvoir produire un certificat médical? Donc, la solidarité a permis de dépénaliser l'avortement en cas de viol et d'inceste, mais il y a des obstacles qui se posent. Et je pense que c'est fait exprès. C'est fait exprès, on nous a donné cette loi, on nous a fait cette dépénalisation pour juste dire, vous parlez trop, voici ce que vous voulez. Mais nous, on continue, nous les activistes féministes. C'est vrai qu'on n'est pas nombreuses à parler de l'IVG, parce que, comme Chancine l'a dit, il y a aussi le regard de la société. Il y a les insultes et les agressions qu'on se prend lorsqu'on se positionne en fait sur cette question-là. Mais nous, on continue en fait de porter le plaidoyer, on continue de se faire insulter, de prendre sur nous et de dire qu'on veut pouvoir avorter, même si ce n'est pas en cas de viol. Oui, bien sûr, en Côte d'Ivoire, on a nos divergences, mais lorsqu'il s'agit en fait de tout sujet qui concerne la femme, surtout avec les féministes, on ne forme qu'un et on passe sur le terrain et après on retourne même fâché à la maison, chacune de son côté. Donc je pense que la solidarité peut amener à lever toutes ces restrictions, à lever aussi tous ces obstacles et tout. Je veux en fait donner un exemple dans le cas de Yves Dombela, un animateur télé en fait qui a mimé un viol à la télé. Et donc, le même soir, c'est-à-dire toutes les féministes ivoiriennes, qu'on se parle, qu'on ne se parle pas, on a programmé une marche le lendemain, c'est-à-dire une marche spontanée. Et on s'est retrouvés devant la télévision où le monsieur a eu à faire le mime. Donc vous voyez un peu pour dire que en Côte d'Ivoire, on peut ne pas être d'accord sur des sujets, mais lorsque cela concerne les femmes, les féministes ivoiriennes arrivent à marcher main dans la main. Et quand on finit en fait de porter le combat, on rentre chez nous même tout en étant fâchés. Donc ça peut aboutir. Alors on revient au Burkina. Au Burkina Faso, comment les nouvelles voix féministes mobilisent-elles la société civile, les communautés et les institutions pour promouvoir les réformes législatives en faveur de l'avortement? Merci pour la question. Alors, il faut déjà savoir que les droits en santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso, de façon générale, posent un problème parce que les religieux s'invitent dans le débat
Pourtant, c'est un droit et c'est une question politique et une question juridique et non religieuse. Donc, très souvent, on fait face à des critiques venant de ces religieux-là. Je me souviens, notre ancien ministre de la Santé, qui a, lors d'une conférence des jeunes, a parlé des droits en santé sexuelle, et il s'est pris vraiment des critiques des différentes communautés religieuses. Alors, chez nous, actuellement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a le terrorisme qui sévit, et en même temps que c'est une situation dramatique que nous vivons, ça peut être un bout que les féministes peuvent saisir pour faire avancer la question de l'interruption sécurisée de la grossesse. Je m'explique. Aujourd'hui, le viol, tout le monde le sait, est une arme de guerre, donc utilisée contre les femmes, et les terroristes violent les femmes des communautés dans lesquelles ils vont. Et on se rend compte que, enfin, la loi qui autorise l'interruption sécurisée de la grossesse chez nous dit que ça peut se faire que dans les 4 semaines qui suivent la grossesse ou qui suivent la confirmation de l'état de grossesse. Donc, ces 14 semaines-là, très rarement, les femmes arrivent, celles qui doivent bénéficier même de ce service-là, arrivent à bénéficier de ce service-là dans ces 14 semaines-là. Donc, très souvent encore, les juges qui doivent décider que c'est un viol, qui doivent ordonner le service d'interruption de grossesse, sont obligés de dépasser ou de prendre des ordonnances après ces 14 semaines-là, parce qu'ils se rendent compte que les femmes qui ont subi les viols doivent ou veulent obligatoirement avorter. Donc, c'est une possibilité de saisir ce bout-là pour amener les différentes parties prenantes à s'asseoir et à réfléchir pour ne serait-ce mettre qu'une exception pendant la situation que nous traversons, permettre que à plus de 14 semaines, les femmes puissent bénéficier de l'interruption sécurisée de grossesse, parce qu'il y a eu des femmes qui se sont suicidées malheureusement parce qu'elles dépassaient les 14 semaines. Pourtant, c'était un viol qu'elles ont subi. Donc, vous voyez que cette question-là peut permettre aux féministes de se saisir de la question pour pouvoir faire avancer la question de l'interruption sécurisée de grossesse. Et également, chez nous, on a dans l'ordonnancement juridique burkinabé, c'est 3 conditions qui sont autorisées pour avoir accès à l'avortement, c'est-à-dire le viol, l'inceste, lorsque la santé de la mère est en jeu ou lorsque l'enfant aussi n'est pas viable. Par contre, le protocole de Maputo ajoute la santé mentale dans son article 14, et le Burkina Faso ne l'a pas ajouté dans sa loi SR. Nous, par rapport à la Côte d'Ivoire, on a une loi SR qui date de 2005, même si elle n'est pas appliquée encore dans sa totalité. Donc, je reviens, la santé mentale aujourd'hui doit être ajoutée. Ça peut être un plaidoyer, ou ça doit être un plaidoyer que les féministes doivent se saisir, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes déficientes mentales qui subissent des viols pour des pratiques mystiques, ou alors parce que les hommes estiment qu'elles ne vont pas opposer de résistance vis-à-vis d'eux par rapport aux femmes qui sont capables ou qui ont toutes leurs capacités mentales. Donc, vous voyez que c'est important d'intégrer cette question de santé mentale dans la loi autorisant l'interruption sécurisée de grossesse. Et aujourd'hui, notre réel problème même, c'est l'application de la loi SR, de la loi qui autorise l'interruption de la grossesse. Comme Chanceline l'a dit tout à l'heure, il y a l'objection de conscience qui est permise à tous les médecins ou les infirmiers assermentés qui peuvent donner ou accorder ce service-là. Mais aujourd'hui, ils ne le feront pas, mais ils ne vont pas référer la patiente à un autre agent de santé. Pourtant, il a l'obligation de référer. On est toujours dans ces formations de clarification de valeur, mais ça reste vraiment un problème. Lorsque on vous dit, lorsque un juge prend la décision qu'une femme doit bénéficier de cette interruption de grossesse-là, et que vous pensez que vous n'avez pas vos valeurs culturelles ou vos valeurs religieuses vous empêchent de donner ce service-là, il faut juste référer. Mais aujourd'hui, ils ne le font pas, et malheureusement, il n'y a pas de poursuite. Ils sont très rares, ces médecins ou ces agents de santé de façon générale, qui ont été poursuivis en justice parce qu'ils n'ont pas
parce qu'ils n'ont pas accordé ce service-là aux femmes qui en ont besoin. Donc, je pense que il faut continuer à mener le plaidoyer, il faut continuer à s'engager, il faut que les femmes également, les féministes également, portent cette question-là de façon, je vais dire, de façon publique. Moi, sur mon profil Facebook, j'ai mis pro-interruption sécurisée de grossesse parce que c'est une question qui me tient personnellement à cœur et également dans mon combat féministe, c'est important parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui viennent vers moi qui doivent bénéficier ou qui veulent bénéficier de ce service-là. Mais malheureusement, la loi dit qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles ne sont pas dans les 4 conditionnalités que la loi SR offre ou dispose par rapport à ça. Donc, je crois que les féministes doivent s'engager et nous, actuellement, nous sommes en train de nous positionner dans différents groupes. Par exemple, au niveau du Burkina, il y a le groupe technique santé de la reproduction. Je suis d'accord que ces différents groupes-là aussi sont animés, voilà, sont animés d'intérêts qui ne sont pas les mêmes intérêts que les féministes ont. Mais n'empêche que nous pouvons intégrer ces groupes-là et se servir de ce qu'ils font. Si la question de l'autonomie corporelle de la femme, qui est une question féministe, n'est pas la même partagée que par ces groupes-là, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on arrive à l'objectif que nous voulons, au résultat que nous voulons, c'est-à-dire faire avancer la question de l'interruption sécurisée de grossesse. Nous avons pu intégrer le groupe technique santé de la reproduction en tant que conseiller technique parce qu'aujourd'hui, la question de l'approche féministe des droits en santé sexuelle se pose. Donc, ils ont un intérêt par rapport à la lutte féministe, à l'approche féministe. Donc, lorsqu'il y a eu l'élection, on n'a pas eu d'opposition par rapport à ça. Donc, on a pu intégrer le groupe technique. Et également, il y a une communauté de pratique qui a été mise en place pour l'interruption sécurisée de grossesse selon la loi. Et encore, nous sommes rentrés dedans et nous avons été élus comme rapporteurs. Donc, tant qu'il y a des espaces pour parler de la question de l'interruption sécurisée de grossesse, c'est investir ces espaces-là en tant que féministes pour apporter notre regard féministe et également apporter nos questions féministes, nos approches féministes pour pouvoir faire avancer ces questions-là. Merci. Est-ce qu'on a besoin encore de commentaires? Je pense qu'elles ont tout dit. Bravo à nos panélistes. On va rapidement ouvrir le débat pour prendre 2 à 3 questions maximum. Qui se fait dans ces pays-là, et notamment un travail de plaidoyer. Et vous allez savoir aussi que le plus gros du travail reste la déconstruction de tout ce construit social qui est autour de ces questions, qui font que c'est très difficile dans nos communautés de parler d'avortement, que ce soit d'avortement simple ou que ce soit d'avortement médicalisé, comme on le dit. La question que j'aimerais moi savoir, c'est de savoir d'abord quelles ont été vos démarches dans vos différents pays pour pouvoir mobiliser la société civile, pour avoir un tronc commun qui va servir de plaidoyer jusqu'à avoir des lois. Même si Chanceline avait à peu près répondu pour ce qui est du Bénin, elle dit ne pas savoir justement d'où est-ce que ça vient, mais la démarche elle est très importante pour que les pays autres qui ne sont pas que ces pays-là veulent aussi emporter le pas et avoir cette chose. Si je dois partager aussi l'expérience de la Mauritanie, c'est qu'en Mauritanie aussi, il y a possibilité, en cas d'inceste, de viol, de demander l'avortement. Seulement, le problème qui se pose, c'est qu'entre le temps que d'abord de prouver le viol, ça c'est, je pense qu'on le partage tous, mais l'autre chose, même si c'est en cas d'inceste, le simple fait d'avoir 3 médecins qui vont attester que oui, il y a eu inceste, ou qui acceptent de donner une note qui certifie que dans tel cas, on peut faire une interruption de grossesse, il trouvera que non seulement la maman a déjà accouché, mais que l'enfant aussi part à l'école. Pour vous dire que le temps que ça prend tellement de temps que finalement, elle ne pourra même plus avorter parce qu'il n'y aura pas de médecins tout de suite qui vont faire le travail de manière très rapide pour que cela se fasse dans les normes. Donc voilà. Et je voulais savoir si c'est la même chose. Moi, je viens de Côte d'Ivoire, hein, comme Okri. En Côte d'Ivoire, je pense qu'on est l'un des pays à avoir ratifié Maputo. Mais depuis, en fait, nous traînons à mettre en application tout ce qui découle du protocole de Maputo. On a un avant-projet de loi sur la loi SR. En fait, j'ai pris plaisir quand même à travailler
sur ce projet de loi, mais il faut reconnaître que bien qu'il y ait des associations féministes aux sessions de travail, on a été tout de suite blacklisté, catalogué sur la question de l'IVG. On nous a balancé le fait que la Côte d'Ivoire a choisi le droit à la vie. Ça veut dire quoi, le droit à la vie? On ne sait pas trop. Donc, dans l'avant-projet de loi définitif, on n'a pas encore, comment on dit ça, la question de l'avortement. Ça n'apparaît pas du tout. On parle de grossesse, de problèmes liés à la grossesse. Il y a la question même du consentement qui se pose, puisqu'on parle de viol en cas d'inceste. Mais dans notre avant-projet de loi, on ne mentionne pas l'inceste. Donc, comment est-ce que la petite fille qui est victime de viol dans sa famille arrive à pouvoir prouver qu'elle est violée quand on sait toutes les tractations qu'il faut pour prouver qu'on est victime de viol en Côte d'Ivoire? Okri l'a relevé lors de son intervention. Mais aussi, il faut souligner que même le personnel médical qui est censé, comment dirais-je, pratiquer l'avortement, ils sont sexistes, ils sont paternalistes, y compris les sages-femmes, hein, parce qu'on pense qu'on a le droit de décider pour nous en tant que femmes. Moi, récemment, j'ai accompagné une dame en fait, qui devait se faire avorter. Elle va se faire avorter dans une clinique renommée en fait, à Abidjan. Le gynécologue a l'audace de faire une échographie, mais le cœur du bébé va. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez avorter? Donc, dépénaliser, c'est bien, mais tant que ce n'est pas légalisé, ça laissera en fait le choix aux pratiquants de faire tout et n'importe quoi. Parce que, encore une fois, même quand on avorte librement, on n'avorte pas par gaieté de cœur. Donc, au Gabon, c'est un peu comme dans les autres pays. En 2019, l'avortement a été dépénalisé et a été légalisé dans le cadre de viol, inceste et situation de détresse, mais uniquement pour les mineurs. Et dans les 3 cas, donc bien évidemment, donc, il faut passer par un ou des médecins. Donc il y a toujours cet obstacle-là que les autres ont signalé. Dans la pratique, en gros, rien n'a changé. La plupart des avortements se passent toujours donc, dans le secret. Et ça se passe bien uniquement, bien sûr, si on a de l'argent. Parce que, bien sûr, il faut avoir de l'argent. Moi, je le dis, j'ai déjà pratiqué un avortement au Gabon. Et ça m'a demandé de l'argent et j'ai pu le faire, on va dire, dans de bonnes conditions parce que je ne suis pas une femme précaire. L'année dernière, je suis enseignante dans ma vie professionnelle. L'année dernière, j'ai failli perdre une élève qui a tenté de se faire avorter, un avortement à la maison, avec sa grand-mère. Donc, elle a failli en mourir. Donc, en gros, on a eu cette loi-là où on dit que oui, bon, si on est en situation de détresse, mais vraiment sans aucune précision, on ne sait pas si c'est détresse physique, psychologique, etc., c'est pas du tout précis. Voilà, donc, pour le coup, en gros, rien n'a changé. Et donc, j'avais quand même une question à poser. C'est la suivante. Dans la mesure au Gabon, on n'a pas un mouvement féministe qui est structuré. Il y a des féministes au Gabon, mais elles sont un peu, voilà, on est un peu, très peu d'abord, ça s'assume féministe, comme je le fais. Et d'ailleurs, depuis que j'ai intégré le réseau des jeunes féministes d'Afrique centrale, on me dit, ah, donc il y a des féministes au Gabon. Donc je voudrais savoir, dans cette mesure, comment on fait pour pouvoir justement porter ce combat-là, qu'on est en fait, je peux dire isolé, parce que au-delà de mes activités féministes, je suis membre de la société civile au Gabon, donc je fréquente des responsables des droits humains, etc. Mais quand on part sur certains sujets, dans le sujet du droit à l'avortement, dans le sujet par exemple des droits des LGBT par exemple, je suis totalement isolée, voilà, je reçois même voilà, des menaces, des insultes, enfin, voilà, plein de choses. Donc voilà, c'est la question que je voulais poser. Comment on peut faire pour porter ce type de combat quand on n'est pas dans un mouvement féministe structuré, dans une société où le mouvement n'est pas structuré? Mauritanie a insisté sur la démarche. Et pour le cas du Bénin, beaucoup d'organisations, depuis que le Bénin a ratifié le protocole de Maputo, beaucoup d'organisations ont commencé à parler de la question. Et même le service, officieusement, était possible, mais c'était vraiment tout parcours de combattants et il y avait beaucoup d'obstacles. Ce qui s'est passé, des organisations internationales qui ont beaucoup d'argent, mais vraiment beaucoup d'argent, ont des processus pour acheter des réformes chez les gouvernements. Des processus où on propose de soutenir le budget de l'État contre des réformes. Je pense que c'est ce qu'on a eu au Bénin, puisque même avec le débat à l'Assemblée, on n'était pas sûr que la loi allait passer. Tous les députés, presque tous, étaient en train de dire on est en train d'assister à l'élimination volontaire des enfants du Bénin, il ne faut pas laisser passer. Mais miraculeusement, ils ont tous voté oui à l'unanimité.
Et on sait que c'était une réponse miraculeuse. Donc, ce qui s'est passé, c'est le capitalisme qui a influencé les choses. Donc, j'aurais voulu vous dire que les féministes ont poussé le gouvernement à prendre la loi, mais vraiment, c'est l'argent qui a pesé dans la balance. Donc, c'est aussi la question des lobbies féministes. Est-ce que nous avons beaucoup de lobbies avec beaucoup d'argent pour influencer nos gouvernements? Ça reste une question. Et très rapidement, sur le sujet du droit à la vie, nous, on a eu un argument pour contrer ça. Puisqu'on dit 200 femmes béninoises meurent chaque année à cause des avortements clandestins. Quand on parle de droit à la vie, c'est aussi ça. Est-ce que la vie de ces femmes ne compte pas? Et quand nous parlons de la vie de l'enfant à naître, les acteurs sont toujours en train de se battre sur la question parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est un débat que nous prenons en disant que le temps que vous allez vous entendre, on reste concentré sur la vie des 200 femmes béninoises qui meurent chaque année. Ce sont des vies que nous perdons aussi et ça compte. Pour la question de la dame du Gabon qui demande comment prendre position quand on est dans un espace peu structuré. Il faut débuter. Il faut débuter tout simplement. Je prends le cas de la création de la Ligue ivoirienne des droits de femmes. Nous étions là, chacune dans son coin, et on parlait des droits des femmes. Moi, je suis agronome, donc je parlais des droits des femmes du milieu rural. Je parlais de l'accès à la terre. Chacune dans son domaine parlait de ce qui concernait en fait la femme, ce qui était en rapport avec la femme par rapport à son domaine et tout. Et donc là, un jour, on est réveillé par une vidéo d'une femme qui a été jetée de son balcon. Et tout ensemble, on s'est levé. On a décrié en fait le fait, on a alerté la justice et tout. Et finalement, on s'est dit que chacune de son côté, on porte le même combat. Peut-être chacune dans son domaine, mais on porte le même combat. Et c'est comme ça qu'est née la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Nous sommes nés sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, chacune portait son combat, chacune défendait ses convictions et on a pu se réunir comme ça parce que chacune a débuté quelque part. Donc, au Gabon, vous pouvez déjà commencer. Il y a forcément des personnes que vous allez inspirer. Il y a des personnes que vous allez pousser à parler. Parce qu'elles aussi, elles attendent de leur côté pour dire « Ah, personne ne parle, je vais me sentir seule. Je serai celle qui sera indexée et tout. » Mais elles attendent aussi que vous parlez. Et quand vous commencez, d'autres vont suivre. Ce matin, par exemple, avec le débat sur l'écoféminisme, moi, je suis écoféministe. Je parle des droits des femmes au milieu rural. Je parle politique agricole et tout. Il y a Delors aussi qui fait la même chose. Il y a d'autres personnes qui font la même chose. Et là, après le panel, avec Delors, on a décidé en fait de faire une cartographie des féministes qui travaillent sur la question pour pouvoir se mettre ensemble, pour pouvoir faire des activités, parce qu'on a dit qu'il y a peu d'espace pour les féministes qui parlent d'écologie, pour les féministes qui font l'écoféminisme plutôt. Et là, c'est ici, après le panel, qu'on a décidé en fait de faire notre cartographie. Quelqu'un a débuté. On a débuté sur les réseaux sociaux. On a débuté chacune de notre côté. Et c'est comme ça qu'on a réussi là, tout de suite, là, ce matin-là, à vouloir mettre quelque chose en fait sur place. Et ça, c'est déjà un début. Donc, il faut déjà débuter. Il y a forcément quelqu'un là qui vous observe et qui attend. Très rapidement, je vais répondre à la question qui consiste à savoir quelles sont les démarches qui ont été entreprises. C'est vrai que nous, on n'a pas encore la loi, mais nous n'avons pas voulu être attentistes parce que quand on parlait au gouvernement, on nous disait que ce n'était pas possible d'avoir une loi qui pouvait allier le temps de la justice au temps médical. D'autant plus que depuis 2020, le viol a été criminalisé. Donc, on a été très proactif en mettant en place un cadre juridique composé d'avocats et de magistrats. Je pense qu'on est 19 sous la présidence de Mme Dior, l'ancienne procureure. Donc le groupe a eu à réussir à mettre en place un projet de loi
qui allie bien le temps judiciaire au temps médical. Donc, dans nos plaidoyers, on est toujours attentifs, attendant que l'État nous fait des propositions. Mais dans ce cas bien précis, on a fait une proposition de projet de loi qui a été bien ficelée avec un exposé de motifs, avec des évidences pour montrer à l'État sénégalais que c'est bien possible d'avoir cette loi autorisant l'avortement en cas de viol et d'inceste. Merci. Moi, je voulais je ne vais pas conclure, la modératrice va conclure. Moi, je voulais dire, vous voyez la thématique de l'université d'été féministe, c'est créer un espace diversifié pour débattre et co-construire un mouvement féministe fort en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. Nous savons tous dans nos pays respectifs les problèmes sur lesquels nous devons travailler et comment faire avancer ces choses-là. Venez, on crée une stratégie sur 10 ans ou sur 15 ans. On investit la politique, les milieux politiques. On investit les sphères décisionnelles des différents ministères dans lesquels nous savons que les questions doivent obligatoirement passer pour faire évoluer les choses. 10 ans, on devient des députés, on rentre dans le gouvernement, enfin, des députés. Et dans le domaine de la santé, on fait le doctorat, je ne sais pas ce qu'on fait, mais venez, on crée une stratégie sur 10 ans pour investir ces milieux-là et faire évoluer les choses. Je suis d'accord qu'il faut faire de l'activisme, mais je pense qu'il faut être stratégique aussi. Je ne vais pas arrêter de parler d'investir le milieu politique. Il faut que nous nous engageons en politique pour faire changer les choses véritablement. Merci, on aimerait bien continuer, mais Fabiola est en train de me faire des signes. Mais je vais laisser Chanceline qui a quelques mots pour conclure rapidement. Merci. Merci beaucoup. En termes de conclusion, on a parlé beaucoup de l'accès aux services, mais pour conclure, je dirais que nous avons aussi besoin de communautés de guérison pour les femmes qui ont été traumatisées dans ce processus-là. Et c'est comme ça que nous allons rallier beaucoup plus de femmes et donner de soins psychologiques pour les femmes qui sont dans le besoin et arriver à déstigmatiser la question. On a besoin de communautés centrées sur l'intérêt des femmes qui ont recours à ce service. Merci. Merci.